Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Nous nous retrouvons pour la critique de Top Gun Maverick, la suite de Top Gun, toujours avec Tom Cruise, mais malheureusement cette fois-ci ce n'est pas signé Tony Scott, car comme vous le savez certainement il est décédé en se suicidant d'un pont il y a une dizaine d'années. Donc là ils sont allés chercher le réalisateur Joseph Kosinski qui avait signé Tron Legacy, la suite du premier Tron, qui était franchement pas terrible. Heureusement il y avait Daft Punk à la BO. Je vais essayer de pas spoiler dans cette critique. Il y a une scène à laquelle je ferai allusion. Ou peut-être non, je vous dirai à ce moment-là, si vous voulez couper, coupez parce que c'est une scène importante. Mais je trouve qu'il y a un message assez fort avec cette scène à retirer. Bref, Top Gun 2, je vais être très honnête, j'en avais absolument rien à foutre. Je ne suis pas un fan du premier film. Rapidement, le premier Top Gun, ce n'est pas un des meilleurs films de Tony Scott. Moi je suis très très fan des Predators, The Hunger avec David Bowie et Catherine Deneuve. Je trouvais que le premier Top Gun en termes de réa c'était un peu foutraque, c'était très clipesque, c'était un peu bordélique. Mais ce que j'adore c'est l'ambiance du film. C'est vraiment un feel-good movie. C'est une histoire d'amour, bon attention c'est pas un grand scénario. C'est un film je pense à mater en couple. Moi je l'ai maté avec Hideo parce qu'il ne l'avait jamais vu et moi ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. J'adore l'OST, notamment le thème de Berlin, Take My Breath Away, la superbe OST de Harold Faltermeyer, mythique. Et c'est un film à voir en VF. Attention, faut vraiment le voir en version française parce que ça fait partie de cette époque où les VF c'était 80% de la version originale. Il y avait des écarts, des libertés qui étaient prises sur les dialogues, sur les adaptations. Maintenant ça a changé. Les versions françaises sont vachement plus proches de ce qu'est la VO. Je sais pas si c'est une demande des producteurs ou si c'est parce qu'avec internet, t'as n'importe quel connard qui peut dire « Ah mais là, le dialogue, c'est pas exactement ça qu'il dit en VO. » T'as toujours ces puristes à la con. Moi j'aime bien les VF quand elles sont bien faites. J'aime beaucoup les VF des années 80-90. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il y a des films que je ne peux mater qu'en version française. Pour moi, Terminator 2, surtout le 2, c'est version française, obligé. Daniel Berretan, Schwarzenegger, c'est mieux qu'en VO, tout simplement. Et là, sur Top Gun, la VF est à mourir de rire, ils ont pris des écarts, mais sur les insultes, les dialogues, vous allez vous marrer. Alors Tom Cruise, à l'époque, était doublé par Patrick Poivet, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Il a été remplacé après par je ne sais plus quel comédien de doublage, avant d'être remplacé par Yvan Attal. Et je ne sais pas si c'est encore lui qui double Tom Cruise. Je vous avoue, Patrick Poivet, ça le faisait moyen, Tom Cruise. On le connaît surtout pour la voix de Bruce Willis. Par contre, le reste du casting exceptionnel, les tessitures de voix, puis c'est vraiment les dialogues, l'adaptation. Pour moi, c'est la VF obligée. Puis après, voilà, c'est Tom Cruise, c'est Kelly McGillis, c'est Val Kilmer. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Take My Breath Away, c'est mythique. Bref, après, c'est pas un grand film, franchement. Je me réveille pas la nuit pour le regarder. Donc cela va sans dire que la suite, j'en avais rien à foutre. Ça fait longtemps qu'elle a annoncé, très longtemps. D'ailleurs, c'est un petit peu triste quelque part qu'il ne l'ait pas fait avant, parce que Val Kilmer a eu un cancer de la gorge en 2015, et maintenant il peut à peine parler. Du coup, ils ont adapté son personnage Iceman dans le film en conséquence. S'ils avaient tourné le film il y a 10 ans, il était encore bien conservé, mais ouais, malheureusement, c'est tragique. Je crois que c'est un gros fumeur comme moi, et j'espère que ça ne m'arrivera pas, parce que c'est une vraie merde. Donc là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'il a guéri de son cancer, il a fait plusieurs chimios, mais au prix de sa voix. Bref. Voilà, ça fait longtemps que le film est annoncé. Là, en plus, une fois qu'il a été tourné et prêt, il devait sortir en 2020, retard de 2 ans à cause du Covid, de toutes les merdes qu'on a traversées. Et j'ai été curieux parce que j'ai vu les promos, j'ai vu certaines vidéos d'entraînement des acteurs, notamment sous l'eau, parce qu'en cas d'éjection dans les avions, fallait qu'ils survivent dans la mer. Puis voilà, fallait qu'ils supportent les forces gravitationnelles, la vitesse de l'avion, etc. Enfin, un vrai bordel. Moi, c'est ça qui m'a convaincu d'aller voir le film, parce que comme vous le savez certainement, si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai très peur en avion, j'ai une phobie pas croyable. Je crois que c'est mon plus gros problème actuellement, qu'il va falloir que j'arrive à résoudre. Et ce qui m'a rassuré, c'est que je sais que Jennifer Connelly a le même problème que moi. Et d'ailleurs, John Hamm, on lui a proposé aussi des scènes en avion. À l'origine, apparemment, son personnage devait avoir une scène en avion, mais il a dit non, mais au pire, vous me foutez des fonds verts, moi je suis très bien sur Terre. Apparemment, lui aussi, il a peur. Et je me suis dit, putain, il y a des jeunes acteurs qui ont pris le risque de rentrer dans des F-18, alors c'est pas eux qui pilotent. Je me suis posé la question parce qu'avec toute la promo qu'on a entendue, et puis surtout avec la vidéo YouTube qui est sortie il y a 2 jours, qui est géniale,
C'est James Corden qui embarque dans 2 avions différents avec Tom Cruise, et c'est Tom Cruise qui pilote. Tom Cruise fait des figures de dingue. J'ai vu la vidéo, et je n'ai jamais vu une promo pareille pour un film. C'est jamais arrivé. J'ai rematé la vidéo 2 ou 3 fois. Je vais encore la remater. Cette vidéo, c'est un chef-d'œuvre de YouTube. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ce film. De toute façon, il m'avait donné envie là, avec le making-of, mais du coup, en voyant le film, pendant la séance, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est Tom Cruise qui pilote ou pas, du coup? J'ai vérifié après, en fait, non, ce sont des pilotes de la Navy, très entraînés, qui font des figures incroyables, mais ce sont vraiment tous les acteurs, tout le casting, qui sont dans des vrais F-18. Peut-être que c'est pas exactement des F-18, peut-être une variation, mais en tout cas, c'est des vrais avions de chasse. Et tu vois vraiment leur visage, leur peau, mais se tirer... c'est impressionnant, c'est incroyable. Ça, je pense que rien que pour ça, il fallait des prises réelles, dans les vraies conditions. Et même, tu vois les décors, c'est surtout très parlant quand ils sont dans la montagne à un moment donné, sans spoiler, décor enneigé. Tu vois le décor se refléter dans les visières. Donc, tu vois qu'on est dans une situation réelle. Il y a plein de caméras un peu partout sur les avions. C'est très impressionnant à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment les scènes d'action qui m'ont bluffé. Et donc voilà, j'ai quand même vérifié, c'est pas Tom Cruise, ce ne sont pas les acteurs qui pilotent les avions, mais ça reste quand même une sacrée performance, très impressionnant. Mais je vais vous dire un truc avant de donner mon avis sur le film. J'ai été plus impressionné par la vidéo YouTube avec James Corden que l'intégralité du film Top Gun Maverick. Parce que voir Tom Cruise piloter ses avions, waouh, c'est pas juste un acteur le mec, il s'est aussi piloté. Puis voilà, il arrive à un certain âge, alors quand il a fait le film, je pense qu'il devait avoir genre 55 ans, 56. Maintenant, on est plus sur 58, 59. Mais je me dis à son âge, parce que c'est vraiment un des tops acteurs actuels. Il y a Tom Cruise, Brad Pitt, DiCaprio. Je vois pas d'autres équivalents que ces 3 acteurs. Pour moi, c'est le top 3. Et je dirais vraiment que Tom Cruise, c'est le top 1 qui arrive à remettre son titre en jeu, qui prend de plus en plus de risques. En fait, au fur et à mesure que sa filmo avance, le mec fait des cascades de plus en plus dingues. Là, le prochain Mission Impossible, il a sauté en moto dans un ravin, il saute de la moto, il met le parachute, ça fait au moins, je sais pas, un an et demi qu'on a vu la cascade. Là, il y a le trailer de Mission Impossible 7 qui a débarqué récemment. Enfin, ce mec me trouve le cul. Tom Cruise, immense respect pour son commitment, pour à quel point il est dédié à son œuvre. C'est ça qui me force le respect avec ce mec. En fait, rien que pour ça, je suis obligé d'aller voir ses films au cinéma. Évidemment, il y a un projet que j'attends comme un dingue, c'est le film qui va tourner dans l'espace. Je crois qu'on n'a pas encore le scénario, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais le simple fait que ce soit le premier acteur à tourner des scènes dans l'espace, ce mec est dingue, ce mec est complètement fou. Bref, Top Gun Maverick, je l'ai vu avec des potes et mon frère. Donc on était avec Hideo, avec Marco et mon petit frère. Ils ont tous aimé le film. Et moi, écoutez, je peux pas vous dire que je n'ai pas aimé. J'ai passé un agréable moment. C'est un très bon divertissement. Ça fait plaisir de voir un vrai film d'action avec des vraies prises de vue. Ça change du déluge de CGI de merde. Parce que moi, je me plains vraiment d'un truc depuis des années. C'est à quel point la plupart des films d'action de ces 10-15 dernières années font fake. Mais à tous les niveaux, quoi. Vous prenez Jurassic Park, encore une fois, l'animatronique du T-Rex, ça enterre tous les CGI qu'ils ont fait entre-temps. Mais là, c'est pas des animatroniques, c'est pas des miniatures, ce ne sont pas des maquettes à la Star Wars, à la Terminator. Là, on est sur des prises de vue réelles, et c'est payant. C'est-à-dire que vraiment, pendant tout le film, dès qu'ils sont dans les airs, t'y crois si bien qu'il y a des scènes. Je me suis demandé si c'était du CGI, ou comment ils avaient fait, parce qu'en fait, il y a tellement de prises de vue où c'est les vrais acteurs, où c'est les vrais paysages, c'est le vrai setting, et ils font des vraies manœuvres, mais il y a 2-3 moments dans le film, je vous spoile pas, où je me suis dit non, ça c'est pas possible, ils ont pas pu le faire, ça c'est impossible, mais c'est tellement bien intégré, je me suis dit putain, c'est indiscernable, en fait ils sont arrivés à un point où c'est impossible de discerner les vraies prises de vue du CGI, si bien qu'en fait je me suis aussi demandé, mais s'ils avaient tout fait en CGI, est-ce que j'aurais vraiment vu la différence ? Et le simple fait que je sais que non, eh ben ça ajoute le cachet supplémentaire dont j'ai besoin maintenant dans les films. C'est-à-dire que quand je suis allé voir Doctor Strange 2, mon cerveau était en off, je savais que tout était faux, j'en avais rien à foutre. Et je vais vous dire que même un film qui a été tourné essentiellement en réel, en dur, Mad Max Fury Road, le film était tellement étalonné de la mort
que j'ai cru à rien quand j'ai vu le film. Pour moi, c'était un déluge de couleurs, de n'importe quoi. Et quand j'ai vu les images du making-of, je me suis dit, putain, mais c'est con. S'ils n'avaient pas étalonné à l'extrême comme ils l'ont fait, là, j'aurais peut-être cru. Là, c'était crédible. Et là, ce que j'appréciais dans ce Top Gun Maverick, la photo est belle et tout fait réel, quoi. T'es vraiment immergé, et je vous dis, il y a quelques manœuvres impossibles, et bien même ces manœuvres impossibles, t'y crois, c'est du vrai cinéma d'action, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Maintenant, le film en tant que tel, c'est pas un grand film. C'est pas un film pour moi qui va marquer l'histoire du cinéma dans le sens où on n'a pas une grande réalisation. Joseph Kosinski, pour moi, il a déjà dans sa carrière, il a pas fait grand chose. Son Tron Legacy, je l'avais trouvé vraiment très médiocre. Là, en termes de réa, c'est très académique, c'est pas mauvais, mais on a beaucoup de champs contre champs, surtout quand ils sont sur Terre, c'est beaucoup de champs contre champs, des plans larges. Attention, c'est des beaux plans. La photo est belle, mais je vois pas de recherche de réalisation, c'est comme quand ils sont dans les avions. Alors ça, de toute façon, dans le premier film, je trouve que les scènes d'action sont illisibles. Quand je l'ai revu, là, ça m'a sauté aux yeux. Là, c'est beaucoup plus lisible, hein. Les plans dans les avions sont très beaux. Maintenant, la logique de découpage, la mise en scène, il n'y en a pas vraiment. C'est très classique, c'est vraiment le Tom Cruise show pendant quasiment, c'est 2h, 2h10 le film. Mais pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore Tom Cruise, qu'il est extrêmement charismatique, mais je vais vous dire, en fait, c'est un film à aller voir. Si vous voulez voir un vrai film d'action, et si vous aimez Tom Cruise, si le charme de Tom Cruise, si son charisme opère sur vous, il faut absolument pas louper ce film. Et je vais vous dire, au-delà de ça, on est comme dans une situation où le cinéma est complètement vampirisé par les films Marvel, par des films de super-héros à la con. Là, avant la séance, on a eu des bandes annonces, c'était interminable. Et il y avait un film, là, j'ai oublié le titre, je crois que c'est Firestarter. C'est une gamine qui a des super-pouvoirs. Et j'étais avec mon pote Marco, on a rigolé tous les deux, et il m'a dit, mais c'est quoi cette merde? Et je lui ai dit, mais ça, c'est le cinéma des 10 prochaines années. En fait, on va voir que ça, des films de super-héros, maintenant des films de super-héros avec des gamins, avec des CGI partout. Si vous aimez encore le vrai cinéma, entre guillemets, traditionnel, même si là, en fait, Top Gun Maverick, le rendu, je l'ai jamais vu avant. Alors Flavien, tout à l'heure, me parlait de Dunkerque, où Nolan a fait beaucoup de vraies prises de vue, mais le rendu qu'on a dans Top Gun Maverick, avec le visage des acteurs, je n'ai jamais vu ça avant. Donc si vous voulez sauver ce genre de cinéma, il faut foncer en salle, même si c'est de plus en plus cher, hein, j'ai halluciné. Je suis désolé, je fais un petit peu de hors-sujet par rapport à la critique du film, mais 13,50€ la place, les mecs. 13,50€. J'ai l'impression que c'est de plus en plus cher chaque mois. Et alors après, ils s'étonnent parce qu'il y a une baisse de fréquentation. J'ai écouté une émission à la radio il n'y a pas longtemps. Il y a une chute de fréquentation dans les salles. C'est que là, il y a un quart du public qui ne revient pas. Et eux, leur analyse, c'est que oui, il y a le prix des places, oui, c'est un peu augmenté, mais c'est pas que ça, c'est aussi qu'il y a eu le Covid, vous comprenez, c'était compliqué pour les gens, qu'il y a aussi les services de streaming. Non les gars, c'est deux choses. Un, il y a eu cette connerie de passe, et moi ça fait que j'ai un problème global pour refaire des sorties. Il y a un trauma psychologique qui n'est pas pris en compte en fait dans le public. Je suis désolé de recaser ça, mais c'est important. Ça, ce n'est pas du tout apprécié comme il se doit. Et le deuxième truc, c'est que les prix, c'est n'importe quoi. Il faut faire un effort, les mecs. Là, 13,50€. Je vais refaire un effort parce qu'il y a Cronenberg là, qui a fait un remake de son premier film, Les Crimes du Futur. Mais je vais pas aller donner une chance à des films complètement inconnus, comme je le faisais avant, à 13,50€ la place. C'est pas possible. Bref, je vais revenir sur le film. C'est quand même un film à aller voir si vous voulez défendre un certain genre de cinéma, et surtout une star comme Tom Cruise qui prend des risques. Donc là, vraiment, pour moi, c'est le top 1 actuel. Je ne vois aucun équivalent d'un mec qui a sa stature, qui a aussi bien vieilli, qui est plus charismatique pour moi que jamais, et qui remet son titre en jeu. C'est-à-dire que de film en film, il prend de plus en plus de risques. Mais si vous voulez encore des films avec Tom Cruise, et que ça inspire une nouvelle génération, parce que mine de rien, je pense que les jeunes qui ont embarqué dans ce projet fou, je pense que même eux, ils ont envie de refaire ce genre de film dans le futur. Et je pense que ça va même donner des idées à certains producteurs. Forcément, ça motive. Mais qu'est-ce qui motive plus que tout? C'est pas seulement la performance. C'est que ça marche. C'est que le box-office parle. Et que le public se déplace en masse pour dire voilà le genre de risque qu'on veut voir à l'écran. On veut pas juste du CGI. Faites-nous du vrai cinéma à l'ancienne. Faites-nous des cascades. Faites-nous des vraies prises de vue. Là, voir un acteur dans la position de Tom Cruise, avec sa carrière, avec sa filmo, avec toutes les cascades qu'il a déjà faites, prendre des risques comme ça à son âge, moi, ça me bluffe. Mais rien que pour ça, moi, oui, je paye les 13,50€, bien sûr. Et ça serait 15 balles, je paierais les 15 balles pour lui, parce qu'il les mérite. Mais j'espère vraiment que ce film va inspirer l'industrie et toute une génération d'acteurs
à suivre ses traces, parce que moi, quand je vois ça, ça me met des étoiles dans les yeux, je me dis putain, voilà, je vous dis souvent, j'ai un problème avec le charisme dans la jeune génération. Pour moi, les acteurs de maintenant, il n'y en a pas beaucoup que je sauve, il n'y en a pas beaucoup des très charismatiques, mais au-delà de ça, c'est aussi la prise de risque, c'est la façon de faire les films. Je l'avais dit dans la rétrospective Terminator, la façon de faire des films a changé. J'en ai marre de ce matte painting, des CGI, etc. Je veux du dur, et là je l'ai eu. Et même si le film, je vais tempérer là-dessus, c'est pas un grand film, pas un grand scénario, de toute façon la structure narrative je vais y revenir, mais c'est Top Gun, hein, c'est le premier Top Gun avec des petites variations, je veux dire au lieu de faire du volleyball, ils font du football américain, bon, et à la fin t'as un petit truc en plus, je vous le spoile pas, promis, pas de spoil, mais vous voyez, au-delà du fait que ça réinvente pas la poudre, voir des cascades comme ça, des prises de risque comme ça, voir la gueule des acteurs, mais tu sais, qui en prennent mais plein la gueule, je dis oui, ça me fait plaisir, là je me dis j'ai bien investi, là je vois le pognon à l'écran, parce que je sais, tu vois, la plupart du temps, quand je vais voir les Marvel, je me dis oui, bon d'accord, j'ai payé l'équipe de techniciens qui m'a fait, ils m'ont fait un Hulkbuster, ils m'ont fait Spider-Man qui vole partout, ils m'ont fait la séquence de Doctor Strange, là, où il se fait découper le visage, où ça passe en dessin animé, très bien. Mais qu'est-ce que j'ai ressenti émotionnellement? Rien. Alors que là, pendant tout le film, j'avais du respect pour les acteurs. Et je vais vous dire que même les jeunes, je vais y revenir, hein, parce qu'il y a une scène qui m'a vraiment énervé, et j'ai eu très peur. Mais tous ces jeunes qui ont pris ces risques-là m'ont fait rêver. Moi, je me suis dit pendant tout le film, mais respect quoi. J'aurais jamais fait ce qu'ils ont fait. Et c'est là où tu vois, tu marques la distinction entre le spectateur et l'acteur. Parce que putain, maintenant tu vois des films sur Netflix, quand tu vois la gueule des mecs, quand tu vois leur jeu d'acteur, tu te dis putain, moi aussi je peux être acteur. Moi je suis très mauvais, donc même moi je pourrais pas. Mais il y a des gens que je connais, ils pourraient faire aussi bien dans des productions Netflix. Mais là par contre, prendre le risque d'aller dans des F-18, de subir ces vitesses, ces figures, etc., très peu de gens sont capables de le faire. Et d'ailleurs je pense que c'était très dur de caster les mecs. Peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas vraiment de tête d'affiche en dehors des vieux acteurs qui restent au sol comme John Hamm et Ed Harris. Je vais glisser un mot sur les performances, mais je pense que la raison pour laquelle on n'a pas des jeunes très connus dans le casting des pilotes, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, à mon avis, qui étaient prêts à prendre ces risques. Et rien que pour ça, je dis respect total à ce casting. Je fais une petite coupe et je reprends. Bref, vous l'aurez compris, il faut foncer voir Top Gun Maverick, ne serait-ce que pour la prise de risque des acteurs, les scènes d'action, les plans en avion, etc. Tout ça, ok. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment en termes d'émotion de cinéma? Bah, j'ai parlé un peu rapidement de la réalisation de Joseph Kosinski, je vous ai dit très académique, pas surprenante. Et hier d'ailleurs, après le film, j'ai montré à Marco et Hideo un film qu'il n'avait pas vu, c'est le Crime Farpé de Alex de la Iglesia. Et à la fin du film, je leur ai dit, est-ce que vous voyez l'immense écart en termes de réalisation, de découpage entre ça et Top Gun Maverick? Et ils ne l'ont pas vu. En fait, ils sont pas sensibles à ça, ce que je peux comprendre, mais vous voyez, et je sais que c'est deux genres de films complètement incomparables, mais le Crime Farpé, du début à la fin, c'est un exemple de réalisation, de découpage, d'intention, de prise de risque. Que là, c'est vraiment très plan-plan, mais je pense que Tom Cruise tient vraiment le projet de A à Z, et j'imagine bien que son réalisateur n'a pas vraiment les mains libres. Mais après, vous savez, l'émotion, et surtout celle du premier Top Gun, ça passe par la BO, encore une fois, et malheureusement, le compositeur d'origine ne remplit pas. Ils ont repris son thème, le thème principal de Top Gun. D'ailleurs, le début du film, le début de cette suite est identique au premier film, avec le même titrage, même la typo, Top Gun. Après, il y a Maverick qui s'incorpore en plus. Après, ils te mettent Danger Zone dans les premières minutes et t'y crois. Et l'espace d'un instant, je me suis dit, purée, ils vont garder exactement l'esprit années 80. Et toute la BO, ce sera des musiques des années 80. Malheureusement non. Le reste du score est signé par Lorne Balfe et Hans Zimmer, et mon Dieu que c'est médiocre. C'est simple, on retient aucun nouveau thème, il n'y a rien, c'est du remplissage. Hans Zimmer, je pense que c'est même pas lui qui s'est fait chier à composer des trucs, je pense qu'il a envoyé des gens qui bossent pour lui. Lorne Balfe, bon vous le savez, il avait composé la BO de Modern Warfare 2, c'est pas un très grand compositeur, je sais pas ce qu'il fout dans ce projet. Et le pire, c'est que le film se conclut sur une chanson de Lady Gaga, que je déteste pas, hein, mais qui n'est pas du tout inspirée. C'est... Enfin, quand tu compares Take My Breath Away de Berlin à ça, ça fait chier quoi. Et au-delà de ça, je vais vous dire, Jennifer Connelly, j'adore cette actrice, magnifique, elle a très bien vieilli. Mais il n'y a aucune alchimie
aucune entre Tom Cruise et elle dans le film. Alors c'est marrant parce que apparemment sur le premier, il n'y avait pas d'alchimie sur le plateau entre Kelly McGillis et Tom Cruise. D'ailleurs Kelly McGillis qui n'a pas repris son rôle, parce que je sais pas si vous avez vu l'interview où elle dit j'ai pas été rappelée pour Top Gun 2 parce que maintenant je suis moche et grosse. C'est triste, mais bon, c'est vrai que ça l'aurait pas fait. Mais pourtant elle avait une intensité dans le regard, ils se faisaient des baisers langoureux, on y croyait à leur romance. C'était intense entre les deux, et c'est peut-être parce que ça marchait pas si bien sur le plateau que ça marchait autant à l'écran, j'en sais rien. Toujours est-il que là, Jennifer Connelly, on a l'impression que Tom Cruise la respecte trop. Ils se font quoi, un smack dans le film. On se croirait limite dans un film coréen, quoi. C'est très très froid entre les deux. D'ailleurs, ça fait longtemps, je trouve, que Tom Cruise est très froid dans son jeu avec ses partenaires féminins. Il n'y a pas d'amour, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas d'amour qui explose à l'écran. Il y a une romance qu'on veut te vendre, mais elle n'a pas du tout marché sur moi, et ça passe par la BO qui est vraiment au ras des pâquerettes, pour le coup, et par Jennifer Connelly et Tom Cruise qui n'ont, semblerait-il, aucune connexion. En tout cas, j'en ai pas vu à l'écran. Par contre, en interview, elle dit beaucoup de bien de lui, parce qu'il il a soigné un petit peu sa phobie de l'avion. Alors il y a une scène, je vais pas vous spoiler, mais où elle prend l'avion avec Tom Cruise, et apparemment elle est vraiment comme moi dans la vraie vie, elle a très peur. Bref, pas d'alchimie, pas d'ambiance niveau ST. En fait, c'est vraiment les 5 premières minutes qui sont... t'as l'impression de retrouver l'esprit d'époque, mais passé les 5 premières minutes, il n'y a plus grand chose pour moi. Peut-être pour vous. Pour moi, en termes d'OST, c'était vraiment le néant. Mais vraiment, le début, faut aller dans une bonne salle. Et j'ai envie de vous dire, d'ailleurs, tout le film, il y a un truc, c'est le son des avions, des réacteurs, etc. T'en prends vraiment plein les oreilles. Faut vraiment aller dans une salle Dolby Atmos, les mecs. Mais ouais, malheureusement pour la musique, pas au niveau. Le casting, bah écoutez, j'étais très content parce que Jon Hamm, on le voit quasiment pas au cinéma. Trop peu à mon goût. Vous savez que c'est l'excellent acteur de Mad Men, je l'adore, j'adore cette série. Mais écoutez, un peu déçu par sa performance dans le film, pour ne pas dire très déçu, en fait pour moi il est mal casté. Autant l'acteur je le trouve monumental, et c'est rigolo parce que je vous avais dit dans une vidéo sur Batman que je verrais 2 acteurs pour camper Batman à 2 âges différents, j'ai dit Jon Hamm et Ed Harris. Et les deux se retrouvent dans Top Gun Maverick. Mais écoutez, là, Jon Hamm, en fait, il est pas à sa place, il est trop gentil pour le rôle qu'il doit camper. Puis il est tout le temps assis, on le voit assez peu, somme toute, ses dialogues sont pas percutants. Un peu déçu, j'étais content de le voir, mais son personnage m'a pas marqué. Ed Harris, toujours très bon, mais on le voit quoi, 2 minutes. Il y a un dialogue que j'ai beaucoup aimé, bon, encore une fois je l'ai vu en VO, mais en gros Ed Harris dit à Tom Cruise « Maverick, vous êtes une espèce en voie d'extinction ». Il y a Tom Cruise qui répond « Peut-être, mais pas aujourd'hui ». J'ai bien aimé, c'est très parlant, parce que ça fait vraiment écho à ce qu'est Tom Cruise dans l'industrie cinématographique actuellement. Il n'y a plus de gens comme lui. Une fois qu'il disparaîtra, qui va prendre la relève de Tom Cruise? Je ne sais pas, mais j'espère encore une fois que ça inspirera beaucoup de jeunes. Bref, qu'est-ce qu'il y a du coup dans le casting? Bah, les jeunes, alors j'ai eu très peur. J'avais dit que j'y reviendrais, mais il y a une scène vers le début du film qui se passe dans un bar. Et là, il y a tout le casting de jeunes, dont beaucoup de diversité. Et j'ai eu l'impression, l'espace de quelques minutes, d'être dans un film Netflix. Je me suis dit, oh putain, j'espère qu'ils vont pas faire on passe la torche, et que Tom Cruise, tu sais qu'on te vend comme la star du film, va se retrouver au second plan, et que les jeunes après vont tout vampiriser, comme c'est le cas dans quasiment toutes les suites 25-30 ans après. Si vous prenez les derniers Star Wars, c'était ça. Alors, on rappelle les vieux, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher pour faire coucou, pour mettre des jeunes nuls. Même si après je me suis rendu compte que... Merde, comment... j'ai oublié le nom de l'acteur. Celui qui joue Kylo Ren. J'allais dire Adam Driver. Adam Driver, je me suis rendu compte qu'il était excellent dans Marriage Story, en fait c'est un très bon acteur. J'ai pas encore vu le dernier film de Ridley Scott, là faut que je le voie. Mais bon, voilà, si vous voulez, c'est pas juste le casting, je pense que c'est les personnages qui étaient vraiment très mal écrits. Et moi, ça m'énerve qu'on rappelle les acteurs principaux des anciens films pour en faire des vieux personnages de merde et surtout leur offrir un destin aussi pitoyable que ce qu'on a eu dans les derniers Star Wars. Mais c'est pas le seul exemple, il y a eu les Creed qui faisaient suite au Rocky, ou Creed maintenant, enfin Rocky plutôt, c'est un personnage secondaire qui a le cancer, enfin, ça m'a complètement déprimé, le fils d'Apollo Creed est nul, enfin bref, les films ne valent rien. Puis là, il y a un truc qui m'a... Les mecs, je suis rentré dans la salle de cinéma, et j'ai vu enfin l'affiche du prochain Jurassic World. Je l'avais pas vu.
Qu'est-ce que je vois sur cette affiche? Je vois les têtes d'affiche Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, deux mecs, je sais pas qui c'est, et en bas, on a les 3 acteurs du premier film. On a Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, qui sont en petit sur l'affiche en bas. Et quand j'ai vu ça, tu sais, le message que ça envoie, c'est vous inquiétez pas, ils sont dans le film, mais ils seront pas très importants. Et j'ai eu très peur, quand j'ai vu cette scène dans le bar de Top Gun Maverick, qu'on nous fasse le même coup, tu sais, genre que Tom Cruise nous la fasse à l'envers. Heureusement non, c'est un film avec Tom Cruise tout du long, c'est le lead. Mais j'ai eu très peur. Et après finalement, bon, les jeunes m'ont un peu énervé parce qu'ils ont vraiment pas des gueules charismatiques. Il y a éventuellement celui qui joue le fils de Goose, ça va. Mais les autres, surtout la nana là, vraiment pas terrible. C'est simple, je me souviens même plus de ses traits de visage, je sais même plus quelle gueule elle a. Mais finalement ça va en fait, ils prennent pas trop d'espace. Et par rapport au risque, encore une fois, qu'ils ont pris dans les avions, je les pardonne complètement, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez ce que je me suis dit, arrivé à la fin du film, voilà ce qu'auraient dû faire toutes les suites de grosses franchises, toutes les suites 20-30 ans après, c'est ça. C'est ramener l'acteur principal, je veux dire Tom Cruise, Top Gun, c'est indissociable. Mais c'est ce qu'ils auraient dû faire pour Star Wars, on aurait dû avoir Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher en lead, et les jeunes en toile de fond, et pas l'inverse. Merci Tom Cruise d'avoir fait ça dans Top Gun Maverick. Là encore une fois, les studios devraient prendre des notes. Voilà comment on fait une suite à un phénomène. Top Gun, c'était un phénomène à une époque, ça a marqué toute une génération, voire deux. Et je pense que le public de vieux qui va voir Top Gun Maverick avait pas envie de voir un Tom Cruise qui fait coucou 20 minutes. Et là, ils l'ont eu pendant tout le film, ça fait plaisir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, photo très belle, réalisation académique, je veux pas dire médiocre, elle est sans surprise. C'est le Tom Cruise Show, l'OST n'est pas au niveau, mais les scènes d'action sont tellement prenantes, on y croit tellement, ça fait tellement du bien de voir ça. Puis Tom Cruise, quoi, Tom Cruise irradie de charisme, il sourit, on voit qu'il s'éclate. Le scénario, après, bon, bah, c'est la structure du premier film avec quelques petites surprises, je vais pas vous spoiler. Tu passes vraiment 2 heures sympa, tu ressors, t'es content, et limite ça t'inspire. Alors je dis pas que demain je prendrai l'avion, mais je me dis putain, si Jennifer Connelly a réussi à aller dans un avion de chasse avec Tom Cruise, ça veut dire que je peux reprendre un avion de ligne. Enfin, moi aussi, il faut que j'arrive à soigner ma peur de l'avion. J'espère ne pas oublier grand chose. Après voilà, je voulais finir sur la scène du film pour moi. Alors attention, spoiler, vous pouvez partir. Là j'espère que je vous ai donné envie, pour ceux qui étaient réticents. Flavien, je l'ai eu au téléphone, il ira pas le voir, mais je comprends pourquoi. Je vais finir sur une scène importante. Et je vais la spoiler intégralement, soyons fous. Donc partez si vous n'avez pas vu le film. Merci d'avoir suivi la vidéo. Donc Val Kilmer, il a eu un cancer de la gorge en 2015, il a perdu sa voix. Il peut parler, mais avec une espèce de machine. C'est vraiment très triste de voir ça. Et je me dis, putain, faut vraiment que j'arrête de fumer parce que, à tous les coups, si je continue comme ça, je vais avoir la même chose, voire pire. Et encore, lui, il a réussi à vaincre le cancer. Bref. Donc ils ont rappelé le personnage d'Iceman. Il fait une apparition. C'est une scène vraiment très minimaliste, très touchante. Et elle m'a d'autant plus touché parce qu'elle est très parlante sur la fragilité de la vie. Et ça met vraiment 2 opposés face à face. On a Val Kilmer qui a été touché par le cancer, qui peut quasiment plus parler. Et on a Tom Cruise qui a quasiment 60 ans, fait encore des cascades de dingue, qui a super bien vieilli, le mec on dirait qu'il a 35 ans. Mais tu vois, ça te fait prendre conscience, oui, quand tu ressors du film. D'un sens, t'es caressé dans le sens du poil en disant tout le monde peut être Tom Cruise, dans le sens où tout le monde peut se surpasser, pourquoi pas apprendre à piloter un avion. Finalement, tant qu'il y a de la vie, tout est possible. On peut toujours se surpasser. Et ça prouve aussi qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Tant que tu as envie, en fait le plus important c'est l'envie. Tant que tu as envie, tu peux faire des trucs de fou. Mais d'un autre côté, quand tu es frappé par une maladie aussi horrible que le cancer, tu peux tout perdre, quoi. Et vous voyez, hein, je reviens encore sur Gaspard Ulliel, mais Gaspard Ulliel qui meurt d'un banal accident de ski à 37 ans. Vous voyez, la vie est vraiment très fragile. Mais j'ai trouvé que cette scène était belle parce que Tom Cruise, il aurait pu être dans un délire égomaniaque, en mode je veux juste faire rêver les gens, mais je trouve qu'avec cette scène, on remet les pieds sur terre. Vous voyez, on est pendant tout le film, on rêve avec ses pilotes, on est dans les airs, mais là vraiment, on remet les pieds sur terre et on se rend compte que la vie peut être horrible, injuste et extrêmement fragile. J'ai trouvé que c'était une très belle scène, tout en sobriété.
ça permet à Val Kilmer de revenir. J'ai trouvé que c'était un beau moment, ça aussi, de cinéma. Et il y a un truc assez dingue, c'est que pendant toute la scène, il écrit. Sur un ordinateur, on voit ce qu'il écrit. Et les dernières secondes de la scène, il parle. Et en fait, de ce que j'ai compris, c'est une intelligence artificielle qui a recréé sa voix. Du coup, Olivier, t'as pas compris ce que je t'ai dit. J'ai pas dit qu'il avait rajeuni numériquement. J'ai dit qu'apparemment, de ce que j'ai entendu, ils ont recréé la voix de Val Kilmer via une IA. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour un documentaire Netflix récemment sur Andy Warhol que j'ai maté, qui est vraiment top. C'est bluffant. Et c'est touchant, voilà. Vraiment, cette scène... beaucoup d'émotions. Voilà, ça aussi, c'est un vrai moment de cinéma, vous voyez. Donc, je dirais pas que c'est un grand film, mais il y a des choses qui m'ont touché, j'ai été porté, c'est un bon moment. Mais vous voyez, j'ai quand même préféré le premier Top Gun pour l'ambiance, pour sa VF complètement nanardeuse, pour Kelly McGillis, pour son intensité dans le regard, pour l'ambiance années 80. Ce qui veut pas dire que ce film démérite, non, c'est une autre proposition, c'est pas un film des années 80, c'est ce à quoi je m'attendais en fait. Je m'attendais exactement à ça. Je m'attendais à une façon de faire plus moderne, notamment les scènes d'action. J'avais peur pour la BO, malheureusement, j'avais raison d'avoir peur. Mais pour autant, ça démérite pas parce que c'est quand même très bien fait en termes d'aviation, quoi. C'est bluffant ce qu'ont enduré ces acteurs. Je suis vraiment sur le cul. Respect. Juste pour ça, respect. Donc voilà, messieurs, dames, voilà pour ma critique. J'espère que je vous ai donné envie pour les plus réticents, encore une fois, parce que je pense qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre de Top Gun. Moi, j'ai envie de vous dire, matez le premier film, vous allez passer un super moment. Matez aussi, pendant que vous y êtes, 9 semaines et demie avec Mickey Rourke. Vous allez voir. Ça aussi, c'est un film qui sent bon les années 80, avec une bonne BO, des beaux acteurs, une belle alchimie. C'est des films qui font un peu rêver, vous voyez. Et Top Gun Maverick fait rêver dans le sens où tu peux toujours te dépasser. Est-ce qu'un jour je tenterai le saut en parachute? Je sais pas. Ça serait un de mes rêves. De vraiment vaincre ma peur ultime du vertige de l'avion en faisant un saut en parachute. J'y réfléchis, mais là je me dis putain, si Tom Cruise à son âge fait des trucs aussi dingues, moi aussi je peux le faire, bordel de merde, moi aussi. Pourquoi pas? Voilà, messieurs, dames. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et allez voir le film. Ciao.